Tu as découvert cette semaine 5 morceaux de son histoire. Une cicatrice qui a marqué son visage à vie. Un premier coup qui l'a fait entrer dans le crime. Le jour où il a acheté la police. Le massacre de la Saint-Valentin. Et enfin cette image surréaliste d'un gangster légendaire, grattant du banjo derrière les murs d'Alcatraz. Mais toutes ces scènes, mises bout à bout, ne sont que des éclats d'un destin plus vaste. Alors prends un instant. Imagine qu'on soit assis, toi et moi, dans un bar enfumé de Chicago. Le verre posé devant toi, la musique de jazz qui traîne dans l'air. Et je vais te raconter toute son histoire. Pas seulement les anecdotes, mais le parcours complet du gamin de Brooklyn au roi déchu de Chicago. Alphonse Gabriel Capone est né à Brooklyn le 17 janvier 1899. Ses parents, Gabriele et Teresa, venaient de Naples, dans le sud de l'Italie. Lui tenait un petit salon de barbier. Elle cousait des vêtements pour les voisins. Des immigrés modestes, catholiques, travailleurs, qui avaient quitté leur terre natale dans l'espoir de construire une vie meilleure en Amérique. Al grandit au milieu d'une fratrie de 9 enfants. Une grande maison bruyante, soudée, mais installée dans un quartier pauvre où la violence et la misère faisaient partie du quotidien. Brooklyn, à cette époque, ce n'était pas les gratte-ciel de Manhattan. C'était un labyrinthe de ruelles étroites, d'immeubles surpeuplés, d'odeurs de charbon et de sueur. Et pour les gamins, la rue était déjà une école. Une école où les bagarres étaient aussi fréquentes que les jeux. À l'école, justement, Capone n'était pas un idiot, loin de là. Il avait de la vivacité, une mémoire rapide, mais aussi un tempérament explosif, souvent insolent, parfois violent. Et à 14 ans, après une altercation avec un professeur, il est renvoyé définitivement. Dès lors, plus de cahiers, plus de bancs d'école, seulement la rue et une succession de petits boulots sans avenir. Cireur de chaussures, vendeur, apprenti coupeur de papier, rien qui ne comble ses ambitions. Parce que déjà, Capone rêvait d'autre chose. Il rêvait d'une vie plus grande que son quartier. Adolescent, Al Capone ne traîne pas dans les bibliothèques, mais dans les rues de Brooklyn. Il fréquente des bandes locales, apprend vite le langage des poings et des menaces. Et très tôt, il attire l'attention d'un certain Frankie Yale, un patron de bar connu dans tout le quartier. Yale n'était pas seulement un tenancier. Il avait un pied solide dans le crime organisé. Et il va devenir pour Capone une sorte de mentor. Sous ses ordres, le jeune Al découvre les règles de la rue. 2 leçons que Yale ne cessait de répéter. La violence doit être rapide, nette, sans hésitation. Et la loyauté, dans ce milieu, ne vaut que tant qu'elle rapporte. Des règles simples, brutales, mais qui vont marquer Capone pour toute sa carrière. Mais attention, derrière le voyou en devenir, il y avait aussi un jeune homme, capable de tomber amoureux. C'est à cette époque qu'il rencontre Mary, qu'on appelait May, une Irlandaise catholique. Une histoire improbable. Un gamin italien, au tempérament explosif, et une jeune fille, sage, issue d'une famille pieuse. En 1918, ils se marient, et quelques jours seulement, après la cérémonie, May donne naissance à leur fils, Albert Francis, que tout le monde surnommera Sonny. Malgré le chaos, malgré les années de sang et de business illégal qui l'attendaient, May et Sonny resteront toujours son refuge. Un point fixe, une maison, où le temps d'un dîner ou d'un sourire, Al Capone redevenait simplement un mari et un père. 1919, une nouvelle loi bouleverse tout le pays, la prohibition. Du jour au lendemain, fabriquer, vendre ou transporter de l'alcool devient illégal. Pour le gouvernement, c'est une victoire morale. On pense sauver les familles, assainir la société. Mais dans les rues, c'est une autre histoire. Ce qui devait être une croisade vertueuse se transforme en un marché noir gigantesque, plus lucratif que tous les trafics précédents. Et c'est à ce moment-là qu'un nom résonne dans la vie de Capone, Johnny Torrio. Un mafieux de Chicago, déjà bien installé, qui a besoin d'hommes solides à ses côtés. Torrio appelle Capone et le jeune Al n'hésite pas. Il quitte Brooklyn, monte dans un train et met le cap sur Chicago. Quand il débarque,
La ville est un autre monde, immense, bouillonnante, corrompue jusqu'à la moelle. Les bars clandestins s'y comptent par centaines. Les entrepôts regorgent de whisky canadien. Et chaque quartier appartient à un gang. Pour un ambitieux comme Capone, c'est un terrain de jeu et un champ de bataille. Sous l'aile de Torrio, il apprend vite. Surveiller les speakeasy, encaisser les profits, assurer la sécurité. Et surtout, une leçon qu'il retiendra pour toujours. La peur est efficace. Mais l'argent corrompt encore mieux. Policiers, juges, politiciens, tous ont un prix. Et Capone désormais connaît la monnaie, qui ouvre toutes les portes. En 1925, Johnny Torrio, son mentor, échappe de peu à la mort lors d'une tentative d'assassinat. Blessé, fatigué, il comprend que son temps est passé. Alors il prend une décision radicale, se retirer des affaires et confier les clés de son empire à son jeune protégé. Et voilà comment, à même pas 30 ans, le gamin de Brooklyn devient le maître incontesté de Chicago. D'un coup, la ville entière semble lui appartenir. Les entrepôts débordent de whisky canadien et de gin de contrebande. Les bars clandestins se multiplient, toujours plus animés, toujours plus pleins. Et chaque soir, les dollars s'empilent à une vitesse folle. Mais Capone sait que la violence seule ne garantit pas la paix. Alors il arrose tout le monde, la police, les juges, certains politiciens. Tous touchent leur part. Avec des liasses de billets, il achète le silence, la protection et même parfois les sourires. Dans les rues, on le voit désormais au grand jour. Costume 3 pièces impeccable, sourire carnassier, un verre de champagne à la main. Pour l'opinion, il est un homme d'affaires prospère. Mais tout le monde sait la vérité. Officieusement, il est le roi de Chicago. Mais plus on règne, plus les ennemis se multiplient. Et le 14 février 1929, Chicago bascule dans l'horreur. Ce matin-là, 7 hommes du gang de Bugs Moran, l'un des rivaux les plus coriaces de Capone, se retrouvent dans un garage glacé. Soudain, 2 policiers en uniforme entrent, suivis de complices en civil. Les hommes obéissent, se laissent aligner contre le mur. Quelques secondes plus tard, le silence est brisé par une pluie de balles de mitraillettes. Quand la fumée retombe, le sol est rouge de sang. Capone officiellement est en Floride ce jour-là. Mais personne n'est dupe. Tout Chicago comprend que seul lui pouvait ordonner un massacre aussi froid, aussi spectaculaire. Ce carnage choque l'Amérique entière. La presse s'empare de l'affaire, l'opinion bascule. Celui que certains voyaient encore comme un bandit flamboyant devient désormais l'ennemi public numéro 1. Alors le gouvernement fédéral se met en chasse. Ils veulent Capone, coûte que coûte. Mais comment faire tomber un homme qui a acheté la police, les juges et une bonne partie de la politique locale? La réponse viendra d'un détail presque banal, ses impôts. Car Capone vit dans le luxe, roule en Cadillac, s'affiche dans les plus grands hôtels. Mais officiellement, il ne déclare presque rien au fisc. Pas de revenus, pas de patrimoine. Comme si l'homme le plus riche de Chicago ne gagnait pas $1. Pendant des mois, les enquêteurs fédéraux traquaient les preuves. Notes griffonnées, registres de bars clandestins, témoignages d'associés. Petit à petit, le puzzle se construit. Et en 1931, ils le coincent. Pas pour meurtre, pas pour contrebande, pas pour le massacre, mais pour fraude fiscale. Le verdict est sans appel. 11 ans de prison. Un coup de massue pour celui qui se croyait intouchable. Capone passe par plusieurs prisons avant d'atterrir à Alcatraz, en 1934. Là-bas finit les banquets et les liasses de billets. Le roi de Chicago est réduit à un matricule. La syphilis le ronge, son esprit décline, il perd la mémoire. Dans la cour, on le voit parfois, banjo entre les mains, grattant maladroitement quelques notes dans l'orchestre des détenus. Une image surréaliste, le gangster le plus redouté d'Amérique, réduit à jouer de la musique pour tuer le temps. Il est libéré en 1939 pour raisons médicales. Il passe ses dernières années en Floride, diminué, malade, oublié. Le 25 janvier 1947, Al Capone meurt d'une crise cardiaque. Il avait 48 ans. Voilà l'histoire d'Al Capone, un fils d'immigré, un gamin de Brooklyn qui a profité de la prohibition pour devenir roi de Chicago.
Un homme qui a acheté la police, les juges, les politiciens. Qui a accumulé des millions et régné sur une ville entière. Mais son histoire est aussi une leçon. Le crime peut offrir la richesse, la puissance, le luxe. Mais il ne construit rien. Il détruit, il isole, et il finit toujours par rattraper ceux qui s'y abandonnent. Capone pensait être intouchable. Et pourtant, il a fini oublié, malade, banjo à la main. Preuve que même les rois de l'ombre finissent par tomber. Et si tu veux qu'on traque un gangster que tu as dans le collimateur, note-le dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'enquêter dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de chroniques. C'était détective Amir Sam. Got shots fired at the police, shooters with the emergency, you out. Got shots fired at the police, shooters with the emergency, you out of the air.